parcours de vie, suivant ses convictions, suivant toutes les valeurs qu'il a envie de défendre, suivant son projet, suivant toutes ses idées. Donc c'est un vrai moment d'expression qui vous appartient, qui est le vôtre. On va essayer aussi de vous donner le maximum de temps possible. C'est jamais évident, hein, parce qu'on a aussi des intervenants qui ont des choses forcément passionnantes à vous communiquer, mais on va essayer d'être raisonnable sur la gestion du temps. Cet atelier, c'est un temps où on va pouvoir recevoir déjà un temps de témoignage qui nous est proposé par ATD Carmonde et nous propose de nous communiquer sur ce titre que nous avons choisi, Handicap et pauvreté, double peine. Et nous avons la chance d'avoir une militante d'ATD Carmonde qui, au nom de tous les autres militants ATD Carmonde, va témoigner de ce qu'elle veut porter comme parole au nom d'ATD Carmonde. Merci déjà pour votre présence et votre participation. On vous laisse la parole ? Il n'y a plus de micro, mais je vous donne le mien. Bien, bonjour à tous. Donc, alors, voilà, on est de l'association ATD Carmonde. Donc, moi, je suis Guillaume Chénaud. Je suis volontaire permanent dans cette association. Quelques mots pour vous présenter ATD Carmonde pour ceux qui ne connaissent pas. ATD Carmonde est un mouvement de lutte contre la grande pauvreté et contre l'exclusion sociale qui en résulte. Depuis 1957, nous fondons notre action sur l'égale dignité et le respect des droits fondamentaux pour tous. Donc notre association ne distribue pas d'aide financière ou même matérielle, c'est avant tout une association de mobilisation citoyenne. Elle vit avec les personnes qui connaissent la grande pauvreté, qui en sont membres, et puis d'autres personnes qui les rejoignent pour s'associer avec elles. Alors, les personnes qui vivent la grande pauvreté, chez nous, on les appelle les militants Carmonde, et les autres qui les rejoignent, ce sont les alliés. Voilà, ils forment une alliance avec ces personnes. Nous ne sommes donc pas directement une association pour les personnes handicapées, mais il y a parmi les militants Carmonde beaucoup qui sont concernés par les questions de handicap ou d'invalidité. Alors, le travail que nous allons vous présenter ce matin est né d'une rencontre et puis d'un constat. Une rencontre, ça a été d'abord la rencontre avec un militant Carmonde, un monsieur qui a dû arrêter son travail à la demande de l'inspection de la médecine du travail parce qu'il avait des problèmes de vue et donc on a reconnu son handicap. Et lui, il m'avait dit, moi, j'ai rien demandé, mais voilà, depuis qu'on m'a reconnu mon handicap, il faut quand même que je refasse mon dossier tous les 2 ans, comme si j'allais récupérer mon œil. Et puis, donc, il y a eu un constat par lequel beaucoup des militants d'ATD Carmonde sont des gens qui sont porteurs de handicap ou qui sont en invalidité. Et moi, ça m'avait interrogé sur, bien finalement, le traitement de la misère par la voie du handicap. J'avais l'impression que notre société, en fait, puisqu'elle n'arrive pas à donner du travail à ces personnes, peut-être qui ont beaucoup de fragilité, eh bien, finalement, on se débarrasse du problème et de la personne en lui donnant une pension d'invalidité ou de handicap. Voilà. Alors, on a voulu s'interroger sur les conséquences de cette relégation dans le domaine du handicap pour ces personnes. Et donc, ce que nous allons vous présenter aujourd'hui, c'est un travail qui a été, c'est l'extrait d'un travail collectif réalisé en partenariat avec la MRI. La MRI, c'est la Mission régionale d'information sur l'exclusion en Rhône-Alpes. Les paroles que nous allons citer ne sont pas seulement les nôtres, mais elles sont l'expression de notre réflexion commune d'un groupe de militants et d'alliés d'ATD Carmonde. Je passe la parole à Marie-Christine. Bonjour à tous, je suis Marie-Christine de Villefranche, militante à ATD Carmonde depuis 2008.
Ça fait 5 ans que je rejoins RTD Carmonde à Villefranche pour expliquer, faire comprendre et combattre la pauvreté. Je veux faire voir que les plus pauvres sont là et qu'ils ont leur place dans la société. Alors donc dans ce groupe, donc un groupe mélangé, voilà, il y a vraiment quelque chose qui est ressorti, c'était d'abord l'importance du travail pour les personnes. Et nous avons fait le constat que chacun avait travaillé à un moment ou un autre de sa vie, avant, pendant ou après le handicap. Et aujourd'hui encore, il y a un vrai désir de travailler. Alors pourquoi le travail est-il si important ? Nous savons qu'avoir un travail, c'est avoir un statut social. Si je travaille, je suis reconnu et je me sens reconnu. Par ailleurs, on est plus actif lorsqu'on travaille, ça encourage à faire d'autres choses, ça donne de l'assurance. L'absence du travail est vécue comme une punition en plus des problèmes de santé. Il n'y a plus de travail, mais il y a beaucoup de questions et d'angoisses vis-à-vis de l'avenir. Le moment où on nous dit « vous ne pouvez plus travailler » ou « vous n'êtes plus apte à ce poste », c'est comme recevoir une claque. Certains ont parlé de cassure dans leur vie. Ça nous a tous beaucoup marqués et on a compris que les regards portés sur nous allaient aussi changer. La question du regard dans notre travail est intervenue quand même très souvent, c'est vraiment ce qui ressortait beaucoup. Et donc cette perte d'emploi, qu'est-ce qu'elle a changé dans les yeux des autres personnes autour de vous ? Cette inactivité forcée n'est pas bien comprise par la société. Même notre entourage peut penser qu'on ne travaille pas volontairement pour bénéficier des aides sociales. Ainsi, parfois, on nous reproche de ne pas travailler et on est considéré comme des fainéants. On voit toujours cette interrogation dans les yeux des autres qui se demandent pourquoi est-ce qu'on a 2 yeux, 2 jambes et qu'on ne travaille pas. Lorsque le handicap n'est pas visible, cette incompréhension est particulièrement difficile à vivre. Certains d'entre nous ont même été jusqu'à regretter de ne pas avoir un handicap plus visible pour ne plus devoir se justifier sans cesse. La grande pauvreté, l'exclusion, la vie de galère entraînent les plus pauvres dans la maladie et vers le handicap. Trouver du travail lorsqu'on est déjà dans l'exclusion par la pauvreté, c'est difficile. Quand en plus on est handicapé, cela devient un véritable défi. On gêne la société avec notre handicap. On nous regarde comme des bêtes curieuses. Quand le handicap ou l'invalidité s'installe dans la durée, on porte sur nous la honte et la peur. Dans la recherche d'emploi, on retrouve l'exclusion qu'on vit dans la société. On ressent une discrimination directe envers notre statut d'handicapé. On m'a dit un jour qu'on ne voulait pas me prendre parce que j'étais handicapé. Je me suis pris en pleine poire. Il y a un problème, a dit l'un d'entre nous. Dans le cas des handicaps psychiques, comme ça arrive chez les gens qui ont connu beaucoup de galères dans leur vie, l'employeur va avoir peur de ce handicap car ça reste très mal connu. C'est un handicap qui ne se voit pas, qui n'est pas compris. Nous avons pensé que dans le domaine de l'emploi, certains handicaps sont mieux acceptés car moins compliqués à gérer par l'employeur. L'une d'entre nous disait qu'elle avait justement un handicap psychique et qu'elle n'avait pas de bras cassés ni aucune invalidité et que l'employeur en fait ne comprenait pas. Il fait peur parce que c'est l'inconnu. Et surtout, on allait lui demander mais pourquoi vous avez un trou comme ça dans votre CV ? Qu'est-ce que vous avez fait toutes ces années ? Et elle disait, à part répondre que je me suis soignée, je ne saurais pas quoi dire. Alors, pour la personne handicapée, bien sûr, il faut donc trouver un emploi adapté à ses capacités et à son handicap. Et nous avons pensé
que cela passe notamment par une réflexion sur l'adaptation du temps de travail. Plusieurs d'entre nous ne peuvent pas travailler ou que quelques heures par semaine, soit parce qu'ils sont en invalidité avec un plafond horaire, soit parce que leur santé ne leur permet pas de faire un temps complet. Dans ces conditions, il est difficile de trouver un travail pour quelques heures et qui soit aménagé en fonction du handicap. De plus, il n'y a souvent aucun intérêt financier à aller travailler car les quelques revenus sont déduits de l'indemnité. Un membre de notre groupe s'exprimait ainsi : « Je pouvais travailler quelques heures, mais elles étaient déduites de mon invalidité. Donc, ça faisait beaucoup de démarches pour rien du tout. Et des calculs aussi. Il faut mieux rester chez soi que d'être dans un boulot mal encadré et mal adapté. Ce n'est pas intéressant du tout, car on n'améliore pas notre vie ni notre pouvoir d'achat. Au contraire, on risque de se confronter à des mauvais regards ou de se faire insulter et être encore plus déstabilisé. La maladie peut s'aggraver et l'exclusion peut se renforcer. » Voilà. Donc, par ailleurs, les employeurs doivent faire un effort pour accueillir une personne différente, avec ses fragilités. Il faut que l'entreprise s'adapte, les équipes s'adaptent. Il faut que l'emploi aussi s'adapte en fonction du handicap. L'une de nous a témoigné comment elle avait dû quitter son poste parce que, justement, ça ne pouvait pas être adapté et qu'elle avait trop d'angoisse. Elle nous disait son stress, la peur qu'elle avait d'être agressée. Et voilà, elle était devant la porte, mais elle ne pouvait plus la franchir. Aussi, ce sont des emplois qui ne conviennent pas parce qu'ils ne sont pas motivants. Moi, j'ai perdu mon boulot. J'étais auxiliaire de vie, mais je vois mal aller travailler dans une usine ou un atelier protégé. C'est vraiment pas mon but de rester 8 heures enfermé. Comme tout le monde, nous voulons un travail qui permette l'épanouissement personnel. L'un d'entre nous disait : « Je sais que si aujourd'hui je devais retravailler, je voudrais mettre mes savoirs, mes compétences en œuvre. » Alors, bien, un autre problème, c'est que souvent, en fait, dans le cadre du handicap ou de l'invalidité, ça se prolonge. C'est pas que quelques mois, c'est parfois des années où on est loin du monde du travail. Et cela a bien aussi des conséquences. Et plus on s'éloigne, plus c'est difficile de revenir dans l'emploi. On perd la si précieuse confiance en soi. On sent bien qu'on a peu de valeur sur le marché de l'emploi, en particulier pour les personnes les plus âgées d'entre nous. L'une disait : « Je suis vieille, j'ai bientôt 52 ans, je suis rentrée dans les archives. Sur le marché de l'emploi, je ne vaux plus grand-chose. Pour compliquer le tout, plusieurs d'entre nous sont passés par des périodes de profonde dépression qui sont autant de freins dans la vie professionnelle. Sans travail, on se retrouve également en difficulté financière. Ne plus avoir d'emploi renforce la marginalisation déjà en route. La perte d'un emploi et la longue maladie engendrent une chute considérable du niveau de vie. À une époque, je travaillais et je cumulais avec une pension d'invalidité. Je m'en sortais pour vivre. Maintenant, je m'en vois. Alors, face à cette double exclusion vécue par les personnes que nous rencontrons, voilà, on a essayé de se poser la question, mais comment on peut sortir ? Comment on peut sortir de cette situation et peut-être créer aussi de la rencontre ? Concilier les attentes des uns et des autres est difficile. Et pourtant, on ne peut pas balancer la personne handicapée au milieu de la société et lui dire « démerde-toi ». Mais c'est ce qu'on fait. Il y a vraiment un mal-être.
Il est indispensable que les employeurs et les salariés reçoivent des formations à l'accueil des personnes handicapées. Beaucoup de choses se passeraient mieux. Du côté de l'employeur, l'accompagnement est essentiel et pour cela, il faut qu'il soit prêt à recevoir des personnes handicapées. Ainsi, nous avons eu l'exemple d'une personne qui ne voulait pas rester dans son emploi, mais où l'employeur aurait tout fait pour installer un poste qui convienne. Mais il ne faut pas non plus tout attendre d'une partie. Il faut que la société et les personnes handicapées fassent un pas l'un vers l'autre. Moi, au début, je voulais démissionner de mon poste car je disais que je revenais trop cher à mon employeur. J'étais hospitalisée depuis 1 an, mais mon employeur n'a pas voulu. Finalement, c'est avec une personne du syndicat que nous avons trouvé une solution pour sortir. C'est par la suite que j'ai pris conscience que j'avais besoin d'être utile, mais tout ce qui m'empêchait d'aller dans le monde du travail. Les syndicats ont eux aussi leur rôle à jouer et doivent être sensibilisés. Du côté des personnes handicapées, il faut qu'elles soient formées à proposer leurs compétences en oubliant le handicap. Savoir vendre ses compétences et ne pas vendre le handicap. Il faut faire disparaître la gêne qu'on peut avoir quand on se présente devant un employeur. En acceptant notre handicap, on aura aussi un accès plus facile au travail. Voilà, alors c'est vrai que nous, pour finir, on insiste beaucoup à ATD Quart Monde sur la rencontre pour faire tomber les barrières, faire tomber les préjugés aussi qu'on peut avoir les uns sur les autres. Voilà, on organise par exemple dans ce cadre des co-formations où des professionnels et puis des personnes concernées par les situations se rencontrent pendant plusieurs jours dans le cadre d'une démarche de croisement des savoirs. Et on pense que ce type de choses de formation pourrait tout à fait être conduite pour faciliter l'accès à l'emploi des personnes handicapées. Et puis, bien évidemment, aussi, il est ressorti de nos travaux que les gens ils veulent bien travailler, mais oui, il faut qu'il y ait aussi un intérêt financier pour contrebalancer les efforts et la fatigue aussi qui pourraient être subis. Voilà. Enfin, il faut aussi dire qu'il y a des choses qui marchent bien, souvent dues aux personnes que l'on rencontre, des personnes qui ont une bienveillance et qui sont aptes à comprendre les situations que nous vivons. Voilà, mais finalement, la question sur laquelle on veut vous laisser, c'est par rapport à ces personnes que l'on rencontre, est-ce qu'on peut seulement compter sur la bienveillance de quelques-uns pour que l'égal accès à l'emploi de tous soit respecté? Merci de votre attention. Merci à Marie-Christine, merci à Guillaume, à ATD Quart Monde pour ces témoignages criants de vérité. Il nous a semblé que c'était important de partir de choses qui sont vécues, de par cette spécificité de précarité et handicap. Avant de vous redonner la parole et que vous puissiez exprimer ce qui vous marque, ce que vous avez envie d'interpeller, ce que vous avez envie de mettre en évidence, on va laisser la parole à Gloria Laxer. Gloria Laxer, elle est directeure de recherche en sciences de l'éducation. Elle est également conseillère technique auprès d'établissements sociaux et médico-sociaux. Elle nous vient de la proximité de Draguignan, en PACA. Merci Gloria d'avoir fait le chemin jusqu'à nous pour venir enrichir un peu notre réflexion. On l'écoute, si possible pas trop longuement, et après on échange. Promis. On peut envoyer la première diapo, s'il vous plaît. L'inclusion passe par 2 notions, anticiper et prioriser. Diapo suivante, s'il vous plaît.
Si on veut que chacun trouve sa place et que chacun ait un travail adapté à ses possibilités, à ses compétences et à sa volonté, il faut définir le contexte dans lequel il faut confronter le contexte dans lequel nous nous trouvons, les enjeux et les objectifs. Le handicap coûte cher, la précarité coûte cher en France particulièrement, parce que la notion de travail ne cohabite pas avec le handicap et la précarité, trop souvent. D'accord. Diapo suivante, s'il vous plaît. J'ai une interlocutrice. Alors, précarité et handicap, ce ne sont pas deux sphères différentes. Il y a une même problématique, avoir sa place au milieu des autres et définir un projet personnalisé et le mettre en œuvre. Le projet, il commence pour les enfants handicapés dès le premier jour quand le handicap est congénital et il va falloir le mettre en œuvre dans le cadre d'un parcours de vie. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, la précarité et le handicap ont les mêmes constances, des origines diverses, quelle que soit la classe sociale, des âges depuis la naissance jusqu'à la vieillesse et la grande vieillesse, souvent de faibles acquis scolaires parce que l'école française est en train d'être confrontée à la notion de scolariser des enfants handicapés et puis aussi de mettre en place, je dirais, les apprentissages vis-à-vis des gens en situation de précarité. Ensuite, il y a une faible autonomie qui est constante et une image sociale qui est négative, quel que soit le bon vouloir et le regard bienveillant des gens. Et puis, très souvent, il y a une notion de solitude et d'isolement. Et la finalité de toute action socio-éducative, c'est le développement de l'autonomie et l'élargissement des relations socio-professionnelles, socio-familiales, etc. Diapo suivante. L'inclusion est peu français, le terme inclusion. C'est une notion nouvelle qui a été très contrebattue par la société française qui refusait ce nouveau terme alors qu'il est adopté à l'international. Mais je dirais que c'est surtout la façon d'être qu'a la société française. Le handicap, il doit être loin. La précarité, on ne doit pas les voir. Moins on les voit, mieux ça vaut. Ça ne doit pas... C'est gênant physiquement, c'est gênant émotionnellement. Et ça vient, je dirais, vous le connaissez tous, de la décision de Gaulle en 1946. Il faut quand même savoir que nous avons... Ça ne marche pas ? Ah, d'accord, excusez-moi. Ça vient d'une décision politique du général de Gaulle. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, le contexte, c'est une crise économique mondiale. C'est un contexte, le coût élevé de différentes prises en charge et la faillite qui est prévisible du modèle français, du modèle socio-économique français. Et puis, je dirais que c'est peut-être un bienfait. Si on en croit Tom et Zeman, ils ont inventé la théorie des catastrophes en disant que quand on arrive à une situation critique, il faut réinventer quelque chose et c'est là où on devient performant. Donc, il faut être proactif, c'est accompagner. On a de plus en plus de gens en situation de précarité, on a beaucoup de gens en situation de handicap et de précarité, on a un contexte social qui est difficile, mais il va falloir réagir en temps utile. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, le contexte, c'est un manque de conscience sociale des Français. Je dirais que ça passe par l'éducation, mais surtout par l'inclusion des enfants, de très jeunes enfants handicapés dans les crèches, dans les écoles. Il ne faut pas mettre des établissements, il faut faire comme on a fait à l'étranger, et ça coûte moins cher. Tout le monde à l'école et je dirais toute la rééducation et toutes les aides doivent être incluses dans l'école. Il ne faut pas qu'il y ait deux mondes, un monde du handicap, parce que ce clivage, il va se poursuivre toute la vie sinon. Donc,
le manque de conscience sociale, le besoin d'éducation à la différence, et le besoin l'éducation à la différence, elle doit commencer très tôt dans la vie de tous les enfants. Ensuite, il faut se rappeler que toute la pédagogie actuelle est basée sur le handicap, que ce soit Itard dans la notion de projet, que ce soit Montessori qui a inspiré toute la démarche de l'école maternelle actuellement. Donc, si vous voulez ne pas se rappeler que le handicap, c'est quelque chose qui est à bannir, le handicap nous permet nous-mêmes de devenir meilleurs, plus performants, plus actifs, etc. Il ne faut jamais l'oublier. Et la seule chose, c'est qu'il faut mettre les apprentissages au niveau de la personne. Et ça, on l'oublie trop souvent dans le contexte franco-français. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, une vraie place dans la société, avec quel accompagnement, à quel coût, et comment nous, les aidants, entre guillemets, pouvons-nous être performants, comment nous pouvons aider les personnes en situation de précarité et handicapées à être performants. Diapo suivante, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut simplifier? Alors, les procédures administratives, c'est une usine à gaz en France, tout le monde sait ça. Il faut savoir innover, peut-être simplifier, ne pas refaire tous les ans ou tous les 2 ans les mêmes papiers quand la personne n'a pas changé. Il faut aussi savoir évaluer les compétences de la personne et ne pas avoir un regard négatif a priori. Il faut aussi évaluer les aidants, les moyens mis en œuvre, sans créer à chaque fois des usines à gaz. Et puis, il faut avoir des outils simples pour évaluer. On n'a pas besoin d'avoir un questionnaire de 42 pages pour savoir si une structure fonctionne ou ne fonctionne pas et si les aidants sont vraiment aidants ou pas. On n'a pas besoin de 40 jours pour faire cela. Diapo suivante, s'il vous plaît. Les objectifs, eh bien, je dirais, le premier objectif, c'est ne pas créer de ghetto. Une grande structure coûte toujours plus cher de fait des impératifs de mise en sécurité, d'hygiène, etc. Et puis, elle crée un ghetto dans la mesure où la société acceptera moins de voir un énorme système se mettre en place à côté d'eux. Il ne faut pas infantiliser, c'est trop souvent le cas, la personne en situation de précarité ou la personne handicapée. On la tutoie, on lui dit ce qu'elle doit faire et elle n'a pas pratiquement pas assez son mot à dire. Il faut, je dirais, c'est un surcoût financier aussi qui intervient, pas marginaliser et ne pas exiler. J'ai un exemple, les SDF de Draguignan, leur hébergement se fait à l'Orgue, 20 km plus loin. Expliquez-moi comment un SDF va aller à l'Orgue tous les soirs et revenir tous les matins à Draguignan, puisque c'est à Draguignan qu'il a ses habitudes. C'est incompatible, mais ça fait partie de... Bon, diapo suivante. Les vrais problèmes. C'est la mise en sécurité et comprendre la problématique de chaque personne. Chaque individu est un être humain qu'il faut prendre en compte. Et il faut enseigner, à la fois enseigner et apprendre, mais j'apprends autant de la personne handicapée, je me trouve en situation de handicap. Je vais prendre un exemple. Je suis en face d'une personne qui s'exprime mal, je la comprends mal. Et bien là, c'est moi qui deviens handicapée. Je n'ai pas compris ce qu'elle voulait me dire. Et c'est moi qui dois apprendre à faire attention, à trouver tous les signaux, à me dire quand j'entends ça, ça veut dire ça, etc. Donc, c'est un système circulaire. Mais il faut tout apprendre de l'autre et de multiples problèmes existent, les pathologies, la fatigabilité, etc., qu'il va falloir prendre en compte. Et surtout, un problème qui est trop peu apprécié, c'est la solitude affective, la solitude sociale. Et quand les aidants familiaux disparaissent, quand les proches disparaissent pour une raison ou pour une autre, les personnes handicapées, les personnes en situation de précarité se trouvent dans une misère affective intolérable. Diapo suivante. Anticiper, ça repose sur une analyse des besoins et je dirais, il faut travailler ensemble. On a des données qui existent de par les associations, de par les autorités administratives, de par le système socio et médico-social français, mais la plupart du temps, ces données ne sont pas compatibles. On se rend compte qu'il y a de très grandes différences, de très grandes disparités. Donc, il faut croiser toutes ces données et avoir une vision claire de
Que devons-nous mettre en œuvre? Parce que s'il n'y a qu'une personne qui est concernée, c'est une chose. S'il y a 40 000 personnes qui sont concernées par le même problème, c'en est une autre. Et il va falloir, je dirais, diviser les moyens pour ces 40 000. Et ça nous oblige à repenser notre attitude. On scolarise un enfant handicapé, c'est une chose. Quand on doit scolariser 40 enfants handicapés dans la même école, on entend le directeur d'école dire « ça, je ne le ferai pas ». Je ne vais pas mettre l'école en révolution, toutes les familles vont être contre moi. Et je l'ai entendu souvent. Diapo suivante. Les objectifs, c'est l'amélioration des compétences. Nos compétences, nous, personnes non en situation de précarité et de handicap, mais aussi l'amélioration des compétences des personnes handicapées ou en situation de précarité. Pour eux, il faut développer les apprentissages sociaux contextualisés. Il ne faut pas leur apprendre dans un lieu séparé ce qu'ils peuvent apprendre dans la société, dans le monde du travail. Sinon, c'est un double apprentissage qui va être chronophage et qui va les épuiser. Il faut prévoir un accompagnement adapté à la situation individuelle. Il faut l'adaptation du poste de travail et au poste de travail. Et puis, vis-à-vis du monde du travail, je crois qu'il faudrait mettre obligatoirement dans toutes les formations, quelles qu'elles soient, universitaires, professionnelles, grandes écoles, etc., cette notion de accepter qu'une personne en situation de précarité ou une personne handicapée puisse travailler. Non pas une personne, les personnes puissent travailler dans le cadre de votre travail. Ça n'est pas enseigné encore, ou c'est une conférence très magistrale et qui a peu d'effet. Il faudrait que ce soit enseigné aussi bien à l'ENA que dans toutes les grandes écoles. Bien, diapo suivante. Alors, définir les priorités, c'est être proactif. Pourquoi? Parce que notre monde évolue. Nous avons besoin de revoir toutes les formations de formateurs, ce que je vous disais, la formation des usagers, la formation des familles. Pour les personnes handicapées, il est fondamental, pour les enfants handicapés, qu'il y ait une guidance familiale qui ne soit pas, je dirais, basée sur la bonne volonté des associations, etc., mais comme dans les pays scandinaves, que ce soit l'État qui prévoit la formation. Vous avez un enfant handicapé, voilà comment on va vous aider à prendre en charge votre enfant. Il va falloir prévoir son parcours de vie, il va falloir l'aider d'une certaine façon. Nous sommes là pour vous aider. La formation de la société, elle est totalement à faire. L'accessibilité des services, elle est en cours, mais avec les ralentissements dus à la crise économique que nous savons. Et puis, il y a le bénévolat qui est encore trop peu développé en France. Et ça, c'est peut-être le point critique de notre société, c'est qu'il y a trop peu de bénévoles. C'est un modèle à découvrir et à réinventer. Contextualiser, eh bien, les apprentissages dans un cadre réel sont essentiels. Il faut apprendre à travailler, mais c'est aussi savoir s'habiller en fonction du poste qu'on a. J'ai l'exemple d'un cuisinier qui est allé se présenter pour un nouveau poste. Il était sale. C'est évident qu'il n'a pas été retenu et qu'il ne comprenait pas pourquoi on ne l'avait pas retenu. Il savait bien faire la cuisine, oui, mais il était sale quand il y est arrivé. Il faut, je dirais, aider la personne à trouver sa place. Et ça, c'est notre rôle fondamental. Il faut lui apprendre à tenir sa maison, à tenir sa chambre, à gérer un budget, à s'organiser dans la vie, à se lever tôt le matin, à respecter les horaires et à savoir dire quand les choses vont bien et quand les choses ne vont pas. Parce que très souvent, il faut une crise pour qu'on découvre ce qui ne va pas. Diapo suivante. Il faut être... diapo suivante, pardon, je fais un télescopage. Il faut être optimiste. Je dirais que tout être humain a des capacités. Je disais à la jeune femme journaliste, Blair, Clinton, Degas, Renoir, Beethoven, Stephen Hawking, tous ces gens-là sont des personnes en grand handicap. Edison, pour d'autres raisons, ce n'était pas lui, mais il était confronté. À partir du moment où on a un handicap, ça n'est pas limitatif à condition qu'on mette les outils qui vous permettent de fonctionner. Stephen Hawking, il a tout ce qu'il faut et c'est le professeur, le grand professeur que l'on connaît. Renoir, on lui entourait la main, on lui mettait le pinceau, on mettait un bandage pour qu'il puisse peindre parce qu'il avait une polyarthrite rhumatoïde qui le faisait atrocement souffrir et il peignait. Donc rien n'est limitant si on sait donner
à la personne les outils dont elle a besoin. En France, je ne connais pas de Premier ministre dyslexique, mais Tony Blair est dyslexique, Bill Clinton était président des États-Unis, était dyslexique. Ça n'est pas une tare. Bien. Il faut un tutorat participatif, c'est-à-dire accompagner la personne handicapée ou en situation de précarité. Ce n'est pas simplement dire tout va bien, mais c'est vraiment l'aider à vivre, trouver sa place, je dirais, de façon holistique, globale, dans son travail, dans sa vie sociale, dans sa vie personnelle, l'aider partout. Il faut l'accompagner au sens profond du terme. C'est-à-dire que trop souvent en France, l'étymologie de compagnon, c'est comme panem. Mais il y a une autre étymologie. Comme panem, c'est partager le pain. C'est comme pugnare, aller à la guerre ensemble. Et je pense que c'est ça on a un combat à mener ensemble. Il faut les respecter, être respecté et être exigeant et optimiste. Diapo suivante, s'il vous plaît. L'inclusion, c'est un moyen. Ce n'est pas une finalité et ça ne doit pas être un assistanat. La tolérance passe par une connaissance réciproque. Ça, c'est essentiel. J'ai beaucoup travaillé avec des populations étrangères et quelquefois, je les emmenais dans des milieux qui n'avaient pas l'habitude et on me disait, mais finalement, ils sont comme nous. J'ai dit, vous voyez, ils ne sont pas différents. Ce n'est pas parce qu'ils sont habillés différemment que... Bon. Il faut favoriser les contacts. Et il faut mettre l'accent sur les forces. Et je vais prendre un exemple. Il y avait dans un établissement où je suis intervenue un jeune qui était considéré comme très violent, qui faisait sauter ses tables pendant le repas, qui ne faisait que jeter par terre. Et en fait, la seule activité qu'il avait, c'était ceci. Donc, quand il avait jeté par terre, on ramassait. Et mon propos, c'est de dire que fait cet homme ou cette personne que je ne reconnais pas comme activité, mais qui pourrait le devenir. Avec ce geste, j'ai dit, on va lui apprendre à manger. S'il est capable d'avoir le stylo, le bâton, c'était un bâton, vers sa bouche, il est capable de mettre la cuillère dans sa bouche. À partir de là, on lui a appris à manger. Je suis revenue 1 an et demi plus tard, on lui avait appris à manger. Il arrivait à mettre la cuillère dans l'assiette, on l'aidait à remplir la cuillère, et il mangeait, et il n'était plus violent, et il n'était plus dans sa chambre. Ça faisait toute la différence. On lui avait fait confiance et il avait des compétences qu'il fallait mobiliser. Bon, donc, si vous voulez, vous êtes dans une région favorisée, la région Rhône-Alpes. Il est sûr qu'elle a une fonction, qu'elle a une attitude vis-à-vis du handicap, de l'insertion des personnes en situation de précarité ou handicapées, qui est dynamique. Mais c'est une bataille à mener par chacun d'entre nous. Il faut construire des stratégies et il faut innover. Dernière diapo. Voilà, merci. Merci Gloria Laxer, elle a fait la présentation presque 2 fois plus vite qu'avec le groupe précédent. Donc bravo. Tout ça pourquoi? Tout ça parce qu'on veut privilégier bien sûr vos réactions, on veut privilégier le dialogue avec vous, que vous nous disiez un peu comment vous recevez ce que ATD Quart Monde a pu exprimer à travers ses témoignages, ce que Gloria Laxer vient d'exprimer à travers ses recherches. Qu'est-ce que vous avez envie de souligner? Qu'est-ce que vous avez envie de prioriser? Quelles sont vos questions? La parole est à vous. Je vous la donne bien volontiers. Il suffit que vous me fassiez un petit signe et j'arrive. Oui? Bonjour. Je suis responsable d'un ESAT dans l'ADAPI du Rhône, Mathieu Lebleu. D'abord, je voudrais vous féliciter à ATD Quart Monde parce que j'ai adoré le système militant et allié. Parce que je trouve que dans le médico-social, on parle souvent d'usagers et de salariés, ce qui est affreux. Et
Et donc, j'aimais bien ce côté allié, ça m'a parlé. Alors, merci pour ça déjà. Merci d'être venu à deux. Maintenant, il y a un petit truc qui m'a gêné quand même dans les témoignages que vous avez faits, c'est qu'à certains moments, vous dites, vous évoquez la valeur travail en disant que le travail est incluant, que le travail, il est porteur d'une personnalité, d'une reconnaissance. Et puis un petit peu plus tard, vous nous dites, mais finalement, comme je n'ai pas d'intérêt financier à le faire, je me demande si c'est bien raisonnable d'y aller. Et donc, je voulais essayer de vous entendre sur cette contradiction qui m'a gêné. Guillaume, peut-être une petite réaction, un petit élément de réponse? 1, 2. Oui. En fait, dans notre groupe, c'est vrai que les personnes, elles ont toutes exprimé le souhait de travailler comme étant une voie d'inclusion pour elles. Ça, c'est sûr. Mais elles nous ont toutes dit aussi, aujourd'hui, tel que le travail il est proposé, nous, on ne peut pas. Et du coup, et c'était, je pense, un vrai regret quoi, de leur part sur de ne pas pouvoir rentrer voilà, dans ce système du fait de leur fragilité. Voilà. Et donc, je dirais, c'est vrai qu'il y a, voilà, il y a probablement pour moi, voilà, on peut y lire une contradiction. Moi, j'y vois surtout une espérance, quoi, ou un espoir que quand même on puisse arriver à faire changer les choses, quoi. Voilà. Je ne sais pas si je réponds bien à la question, en fait. On peut compléter, on a le droit. Hein. Je ne suis pas un grand habitué des débats comme ça, alors... Je rebondis, certains m'ont déjà entendu dans le groupe précédent, mais parce que moi, il me semble que justement, enfin, on essaye aussi dans les ESAT, précisément, où on est confronté aussi à la même problématique, hein, parce que finalement, les travailleurs reçoivent à la fois une allocation adulte handicapé, et à la fois, ils ont une rémunération qui est le fruit de leur travail. J'allais dire, il y a des vases communicants entre les deux qui font qu'il n'y a pas un gros intérêt non plus financier à venir travailler. Et pourtant, et je trouve que c'est ce qui fait aujourd'hui notre force, c'est que justement, on appréhende le travail dans sa valeur et non pas dans sa rémunération ou dans son. Alors ça peut à terme poser d'autres problèmes, mais je trouve que c'est aussi une force, c'est de se dire justement, je suis tellement conscient de la valeur du travail que je viens bien le faire. Oui, d'accord, merci, ça me remet un peu les choses en tête. Oui, non, en fait, moi, ce que j'ai compris du travail qu'on a fait dans ce petit groupe, on l'a fait, c'était pas des gens tout jeunes, c'était plutôt des gens autour de 50 ans à 60 ans, et en fait, il y avait une vraie fatigue, je pense, chez ces personnes, et qui aujourd'hui ne se sentaient plus du tout la force, je crois, de pouvoir retourner au travail, d'autant plus s'il n'y avait pas un gain financier. Voilà. Par contre, chez des gens plus jeunes, j'ai par exemple moi, une jeune femme d'ATD Carmonde, militante, un jour je la rencontre comme ça au bus, elle me dit, c'est une jeune qui perçoit une pension d'adulte handicapé. Elle me dit, j'ai trouvé un travail dans un ESAT, j'y vais, bon voilà, et donc super, c'est génial parce qu'elle l'attendait depuis longtemps. Puis je la revois 3 jours après, et elle me dit, j'avais pas compris que ma période d'essai, elle serait rémunérée. Je croyais qu'il fallait que je travaille, je croyais que je devais y aller 3 mois sans être payé, et après seulement mon travail serait payé, quoi, si j'étais prise. Et ça veut dire que cette jeune femme, elle était tellement prête à travailler qu'elle était prête même à y aller 3 mois gratuitement, quoi. Voilà. Donc, alors après, je passe aussi sur ce que ça signifie en termes d'incompréhension d'un système, hein, voilà, parce que ça aussi, c'est un mode d'exclusion, et puis en termes d'accès aux droits, parce que est-ce que ça veut dire aussi qu'elle a accepté
de travailler 3 mois gratuitement. Voilà, ça veut dire beaucoup de choses, mais je trouve que ce petit échange-là, ça m'a énormément touché. Une autre question, une autre impression? Oui, une remarque. Donc, je suis Paul Menot, je suis président d'une association qui accompagne et soutient l'autonomie de personnes handicapées psychiques. Une remarque, il me semble qu'il a manqué un mot ce matin, c'est le mot compensation. Il a été évoqué dans l'adaptation à l'emploi, mais et la loi 2005 quand même a une valeur cardinale à ce titre-là. La compensation, c'est la façon de compenser la situation du handicap. Et je trouve que la société inclusive, puisqu'il s'agit de ça, dans cette loi de 2005, a mis en place des cadres importants qui permettent justement la réalisation de cette inclusivité. Et la compensation comme évolution à la fois dans la compréhension du mot situation de handicap, dans l'accompagnement que l'on peut faire, est une notion qui doit être mise en valeur parce que travailler, c'est aussi pouvoir avoir une vie sociale, pouvoir habiter, pouvoir avoir des liens, et tout ceci aussi est lié à la compensation. Enfin, voilà une remarque. Bonne remarque, je ne sais pas si Gloria Laxer veut rebondir sur cette remarque. Pour moi, c'est implicite. La compensation, c'est ne pas surhandicaper la personne de par sa situation, que ce soit la précarité ou le handicap. Mais je crois que très souvent, cette notion de compensation a été dévoyée aux yeux de la société en général. C'est-à-dire, on n'a plus besoin de donner un travail puisqu'ils ont une compensation. Je crois qu'il faut faire attention. Le terme a été dévoyé et il me gêne beaucoup à cause de ça. Et vous le savez très bien d'ailleurs, on a quand même eu un certain nombre de retours disant ils ont une allocation de quelque nature qu'elle soit, ils n'ont pas besoin de travailler. Il y a quand même eu un déni à partir du terme de compensation qui est apparu. Bonjour, donc je suis Monsieur Persin, donc on représente une association en fait de familles porteuses d'une maladie génétique rare en France, qui touche environ 200 personnes en France. Et moi je voulais intervenir donc suite à ce qu'a dit Madame Gloria Laxer, notamment concernant tout ce qui est inclusion dans le système éducatif. Nous, c'est clair que dans toutes les familles dans la France qui témoignent, donc elles retrouvent beaucoup de difficultés. C'est une maladie qui touche leurs enfants très tôt, et elles ont d'énormes difficultés justement à faire en sorte que l'enfant reste dans l'école, soit inclus justement dans l'école. Il y a une grande difficulté aussi bien du système éducatif, qui très tôt cherche, on va dire, plutôt à écarter l'enfant de la maternelle. Ils mettent en place des diagnostics, des tests qui souvent ne prennent même pas en compte la particularité de la maladie ou des maladies génétiques rares. Et en fait, ces tests sont mis en place par des inspecteurs, par des inspections académiques qui n'y connaissent rien. Et souvent, l'enfant très tôt est mis de côté. Les familles sont pointées du doigt parce que voilà, vous avez un enfant handicapé, vous êtes un mauvais parent, vous êtes des mauvais parents, et tout de suite on met en fait le problème sur la famille, etc. Donc par exemple, nous, dans le département de Savoie, on a essayé de mettre en place justement un projet innovant avec l'inspection académique qui était une scolarisation partielle entre scolarisation à domicile pour permettre à l'enfant d'avoir des soins et une scolarité qui a des temps prédéfinis par des plans personnalisés de scolarisation, etc., vraiment qui permettait à l'enfant d'aller à l'école, qui permettait de voir ses camarades, entre guillemets, normaux, et qui permettait d'avoir une socialisation. Donc on s'est trouvé face à beaucoup de freins, on va dire, des équipes enseignantes. Souvent, les équipes enseignantes qui se retrouvent face à des institutions qui sont dans un schéma où voilà, il faut travailler pour tous les autres enfants
Et puis les enfants handicapés, on leur laisse la place, une toute petite place. Donc, et c'est vrai qu'on, c'est vraiment, même pour les familles, pour les parents, souvent elles sont pointées du doigt. Et souvent, après, elles cherchent à faire l'école elles-mêmes, à faire la scolarisation elles-mêmes. Et quelque part, il y a beaucoup de freins de ce qu'on appelle l'éducation nationale, du système éducatif. Les familles se retrouvent même souvent face à des signalements, à des témoignages négatifs. Et ce qui fait que l'enfant, en fin de compte, on va le mettre de côté. Je suis d'accord avec vous. Je pense que la loi de 2005 est très bonne dans son principe. Il y a quelque chose qui manquait au niveau de l'éducation nationale, si j'avais pu être un peu écoutée, c'était de dire, à partir de cette loi, on va faire un moratoire sur les formations continues de l'ensemble des enseignants, sauf pour les nouveaux nommés qui ont besoin d'un accompagnement. C'est bloquer toute la formation continue et former l'ensemble du corps enseignant à l'inclusion des enfants handicapés ou des ados ou des étudiants handicapés, de façon à ce que chacun n'ait pas seulement une conférence sur le handicap, mais soit formé à une pédagogie différente. Le drame des enseignants, c'est qu'ils doivent répondre à des critères d'évaluation qui sont normative, c'est-à-dire il y a un programme académique, l'enfant doit répondre à ce programme académique. On ne juge pas en acquisition de compétences, on juge par rapport au programme. Et c'est ce qui est gênant, c'est ce qui, je dirais, bloque les enseignants dans leur bonne volonté, mais ils n'ont pas assez de formation. Et le système éducatif français est à repenser par rapport à ça. Il faudrait travailler en classe de niveau et en acquisition de compétences. Bonjour. Alors, première chose, c'était sur la première contradiction entre le travail et éventuellement les aides sociales. Moi, il ne me semble pas que la contradiction était à ce niveau-là, parce qu'effectivement, c'était de dire que aller travailler, oui, la dimension, je dirais, valorisante, inclusive du travail est là. Mais c'est vrai que d'un autre côté, le travail, c'est pas que ça. Il y a le travail effectivement administratif qui peut être lourd à côté pour y accéder. Il y a le fait que le travail, c'est aussi une contrainte. Parfois, il faut se déplacer, il y a des problèmes de mobilité. Et donc, c'est vrai qu'on peut avoir très envie d'aller travailler dans ce sens-là. Et puis, d'un autre côté, il y a tout un tas de freins. Alors là, je reprendrai cette distinction d'André Gortz entre, justement, il détestait qu'on confonde le travail au sens anthropologique, qui permettait justement l'autonomie, et le travail au sens capitaliste, qui, même s'il a cette dimension-là, il a aussi la dimension contrainte. Donc, il y a cette chose-là. Et j'en viens justement à vous poser une question, à vous, Madame la chercheuse. Moi, je voyais une autre contradiction aussi. Pour l'expliciter, donc, je reviens sur ce terme de militant et de compagnon. C'est vrai que c'est deux termes qui me paraissent intéressants, parce que moi, il me semblait avoir entendu quelque part qu'on était inclus dans un système quand on pouvait le remettre en question, et éventuellement radicalement. Et dans le terme militant et compagnon, il y a ça, cette dimension aussi créatrice et éventuellement guerrière par rapport à l'ordre établi. Mais j'ai vu cette petite citation de Goethe à la fin. Voir les autres comme ils devraient être pour espérer qu'ils deviennent comme ils peuvent être. Et la question, c'est justement ça, ce devoir-être. Qui le définit ? Parce que dans le monde, dans l'entreprise, et le monde aussi peut-être de la préparation à l'entreprise, avec tous les ateliers de relooking, de ci et de ça, il y a une marge. Mais cette marge, est-ce qu'elle n'est pas aussi très, très, très contrainte dans le cadre de, j'emploie les gros mots de Gortz, un capitaliste. Et c'est ça, parce que vous devez connaître peut-être le sociologue Gangloff. Il avait montré que les recruteurs, on a longtemps pensé qu'ils étaient... il y avait la norme, ils appelaient ça la norme d'internalité, c'est-à-dire qu'ils préféraient les gens qui avaient des explications internes sur ce qui leur arrivait, du genre c'est ma faute ou j'ai des explications rationnelles internes plutôt que l'extérieur. Et justement, Gangloff a montré que c'était une norme d'allégeance plutôt. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction justement ça, entre ce que vous décrivez comme le système économique d'entreprise, éventuellement d'aide, et cette créativité ou cette capacité à contester qui manque peut-être dans la préparation, dans le pôle emploi, dans les choses comme ça? Je ne crois pas. Si vous voulez,
Je vais vous donner un exemple. Il y a une trentaine d'années, la création d'un atelier pour grands épileptiques chez Philips à Eindhoven, qui au départ a été très controversé parce qu'on a dit ce sont des malades, ce sont des violents, enfin vous voyez tous les archétypes qui pouvaient se développer. Et on s'est rendu compte que bien que très atteint, bien qu'avec une pathologie très lourde, au bout d'un an, quand on a fait le ratio économique, etc., avec l'absentéisme, les crises, etc., ben cet atelier était plus performant que les autres. Donc le problème, c'est d'avoir un projet qui a été adapté vraiment, je dirais, de façon très spécifique au handicap. Et quand on a cette vision de que faut-il faire pour aider la personne, on n'est pas en situation de charité au sens chrétien du terme, mais d'accompagnement dans la nécessité d'aider une personne. J'ai un enfant qui a 9 mois qui commence à marcher, je vais lui tenir la main pour l'aider à marcher. Je vais essayer de voir ce qui peut l'aider et ce qu'il faut mettre comme moyen. Et c'est ce que notre société actuellement ne sait pas trop faire. On développe quelque chose d'énorme au lieu d'être spécifique à chaque personne et au lieu, je dirais, dans les entreprises, j'en reviens toujours à ça, il n'y a pas de formation des cadres au handicap, il n'y a pas de formation des cadres intermédiaires au handicap. Et ça manque si on veut intégrer les gens dans le monde du travail, quelle que soit la nature de leurs difficultés, il faut former les gens à la différence. Je réponds à votre question ? Oui, non ? Alors, la créativité, moi je l'ai toujours vue chez toutes les personnes avec qui j'ai travaillé. Ce n'est pas une notion de précarité. Il y en a qui jouent du violon, il y en a qui ont des compétences pour réparer des montres. J'en ai un qui est parfait, une personne en grande précarité. Et j'ai une montre un peu bizarre, mais il m'a dit « je vais te réparer ta montre ». Ma vraie montre est cassée. Et il m'a dit « je vais te réparer les montres ». Il n'a jamais appris, il sait faire. Bon, il faut voir la petite lumière qui existe chez tout le monde, et elle existe. Peut-être, vu le temps qui avance, encore une question qui est là. Vous voulez bien vous présenter ? Oui, bonjour, je vais parler en tant que personne handicapée et maman d'enfants handicapés. Je voulais revenir sur 3 choses. Donc, la première, ce que vous venez de dire sur le besoin d'accompagnement. Donc ça, c'est vrai que c'est très important. Et de formation des personnes, des salariés, des entreprises, etc. Parce que bon, il est vrai qu'on va être de bonne volonté, on va vouloir inclure des personnes handicapées dans les entreprises, etc. On fait des quotas, des 6% pour que des personnes handicapées soient incluses. Mais à côté, c'est vrai que peut-être il peut y avoir souvent même des tensions avec les collègues qui ne vont pas forcément comprendre les soucis de handicap, des handicaps souvent invisibles qui ne se voient pas forcément, où la personne va énormément compenser pour arriver à faire le même travail que les autres et même des fois souvent plus. Et du coup, les collègues ne comprendront pas par la suite quand ces personnes auront la fatigabilité qui va arriver et n'arrivera